Nous recevons aujourd'hui Lionel Fontaine, directeur de Hotellis SA. Hotellis est une société spécialisée dans le recrutement et la délégation de personnel dans l'hôtellerie, la restauration et tout le hospitality business. Est-ce qu'avec la situation actuelle, les hôtels doivent se réinventer? Est-ce que les business models doivent changer? Est-ce que la qualité du service dans ce domaine-là, en Suisse, est suffisante? Comment l'améliorer? Lionel nous donne son expertise, sa vision sur une industrie qui, aujourd'hui, doit apporter des modifications pour survivre. Alors Lionel, avec tous les événements qu'on a vécu en 2020, qu'on va de toute façon poursuivre de vivre, malheureusement en partie 2021, est-ce que l'hôtellerie, l'industrie de l'hôtellerie doit commencer, selon toi, à se réinventer? Alors ça a toujours été un métier où la créativité a été nécessaire pour se différencier de ses concurrents. Hein. Et il ne suffit pas d'avoir une très belle enseigne avec un bâtiment magnifique où les clients ont une espèce de résonance en se disant « tiens, c'est magnifique, j'ai envie d'y rentrer ouais. ». C'est finalement les hommes et les femmes de ces effectifs qui font qu'on a une expérience client qui peut être extrêmement plaisante. Mais quand on a 5-6 hôtels les uns à côté des autres, forcément, la créativité est un élément essentiel pour qu'on puisse faire la différence. Ouais. Alors, on peut se réinventer, on peut se diversifier, mais à un moment, un hôtel a quand même la mission d'accueillir, d'héberger des clients, que ce soit pour un court moment, un lunch, un repas, un cocktail, ou plus pour un séjour. En dehors de ça, il leur appartiendra peut-être de mettre en place des nouvelles propositions, parce que peut-être Comme par exemple le home office est pas toujours possible pour une famille. Ouais. Une entreprise a peut-être, pour des raisons de confidentialité, pas forcément envie que son collaborateur travaille depuis la France. Mmh. On a ces particularités avec l'URSSAF, quand un collaborateur qui travaille en Suisse pourrait être amené à travailler en France un certain nombre de jours, d'heures, au-dessus de 25% de son temps, l'employeur suisse devrait payer les charges sociales françaises. On y a passé 40%. Ouais. C'est un problème. Ouais. Donc peut-être, j'ai vu déjà au printemps, surtout cet automne, des hôteliers vider les chambres et les transformer en bureaux pour les mettre à disposition de collaborateurs de certaines entreprises. En Suisse? Non. En Suisse. Sérieux? Et ça a fonctionné? Oui, oui. Okay. Alors maintenant, il faut communiquer, il faut que ça prenne, il faut que ça s'inscrive dans du long terme. Mais il y a aussi des possibilités de se dire peut-être que certains hôtels qui seront devenus trop grands, est-ce qu'un hôtel de 10-12 étages aurait, dans 2 ans, 3 ans peut-être, la réflexion de se dire les 2 derniers étages, je ne sais pas, c'est mon avis, mais de dire j'en fais des bureaux. Mais ça, c'est une bonne remarque, parce qu'on se rend compte, si on regarde aussi dans le domaine de l'événementiel, hein, on est ici à Montreux, le Montreux Jazz et tout ça qui ont dû fermer, etc. Cette année ou l'année prochaine, je pense qu'ils vont certainement pouvoir le faire, mais en modifiant le concept, en faisant plus de petits concerts avec moins de monde. Donc la notion du gigantisme, c'est français, je crois, oui. Du gigantisme dans l'hôtellerie, etc., c'est périmé. Et puis, on va plutôt vers des boutiques hôtels, on va plutôt vers des choses plus petites qui, peut-être, déjà, réunissent moins de monde, mais 2, qui, en termes de coûts, sont plus gérables. Ah, ça, oui. C'est une direction qu'on prend? Je pense que oui. La santé financière d'un établissement hôtelier, elle est extrêmement fragile. Il faut savoir qu'un établissement hôtelier dans des grandes villes comme Zurich, Genève, Lausanne, un établissement de type 4 étoiles gamme supérieure, 5 étoiles. Si on est en 5 étoiles, il a un taux d'occupation d'environ 55 à 60% pour ceux qui sont entre 80 et 100 chambres. Ouais. Un établissement hôtelier de 200 chambres et plus, en 5 étoiles, il y en a très peu, ils ont un taux d'occupation qui est un petit peu plus bas. Alors c'est pour ça qu'on voit... C'est le benchmark ou c'est la moyenne en général? La moyenne, absolument, oui. Un taux d'occupation pour un 3 étoiles au cœur de Genève, il est entre 85 et 95. Ouais. Et puis on voit de plus en plus ces hôtels de type 3 étoiles ouvrir parce qu'ils prennent moins de risques. En temps de crise, le 5 étoiles est un petit peu abandonné au profit du 4 étoiles. Ceux qui n'ont plus les moyens de s'offrir une nuit en 4 étoiles vont descendre en 3. Et puis quand le 3 ne voyage plus, il n'y a plus personne qui voyage. Ouais. Donc on a ce phénomène de cascade. Quand je parle aussi de se réinventer, je me pose la question, et ça c'est intéressant d'avoir ton avis, est-ce qu'on est à la fin d'un cycle quand même, dans le sens où l'hôtellerie a eu
les périodes de gloire, depuis maintenant une dizaine d'années, avec l'arrivée d'acteurs technologiques comme Airbnb, bien que beaucoup d'hôteliers de luxe disent, pour finir, moi, ça ne touche pas de part de marché parce que le luxe reste le luxe, etc. Où je suis très moyennement d'accord, parce que c'est vrai que quand on regarde les chalets, par exemple, en montagne, qui sont mis à disposition, des chalets qui valent 30, 40 millions, mis à disposition pour des fortunes à des gens, ils préfèrent avoir cette expérience client d'être dans un chalet avec sa famille ou sa conjointe, etc., plutôt qu'aller chercher le service d'un hôtel de luxe. Est-ce que cette tendance-là, c'est une mauvaise perception que j'ai, ou est-ce qu'il y a ce risque quand même? Non, je pense qu'il y a ce risque. Est-ce que c'est un nouveau produit? Selon moi, oui. Combien d'hôteliers en hiver avaient une famille avec 30-40 personnes qui allaient louer 2 étages? Quels sont les établissements en Valais qui ont cette capacité-là? On est à Saint-Moritz, on est sur Davos, on est sur Zermatt, très peu sur Verbier. Donc, ce sont des produits qui s'adressent à 3-4% de la population mondiale. Qui est capable de payer 100 000 francs par semaine dans un chalet en bénéficiant avec des options de pouvoir le monter à 150 000 francs la semaine? Très peu. Alors, je crois que c'est une nouvelle manière de voyager, c'est de l'exclusivité. Je n'aime pas toujours ce mot luxe parce que... c'est relatif. Il est un peu relatif et puis c'est un peu facile, mais l'expérience client, elle est plus facile à maîtriser et à rendre merveilleuse lorsque le client est tout seul dans cet environnement. Dans un hôtel, forcément, à un moment, on va devoir s'autoriser de penser à quelqu'un d'autre. Alors qu'à tout moment, dans ce genre d'établissements, qui ne sont pas tout à fait des hôtels non plus, mais c'est plutôt de l'immobilier, courtage sur du moyen terme, on a la possibilité d'offrir à un client le sentiment qu'il est le seul au monde, et ce qu'il y a de plus précieux pour cet hôtel ou ce chalet pendant une semaine, 2 semaines. Les investisseurs qui investissent dans le domaine hôtelier, dans l'industrie hôtelière, en construisant des hôtels, est-ce que tu as l'impression qu'ils changent un peu de direction? Et puis justement, ils se disent, parce que le Covid a fait soulever certaines choses importantes. Il y a certains chefs qui maintenant invitent des gens chez eux, 4-5 personnes, tu dois payer la table, ils cuisinent chez eux, etc. Est-ce que ça n'a pas changé un peu de paradigme en disant, mais putain, au lieu de dépenser 45 millions pour un hôtel de 6 étages, est-ce que je ne ferais pas mieux d'acheter 3-4 chalets, de mettre des chefs dedans, du personnel, et d'inviter les gens dans ces cadres uniques? Moi, j'ai l'impression que je vois ça arriver, mais est-ce que c'est quelque chose de possible? Je te rejoins, ça a ouvert plein de portes. Après, je pense que certaines resteront des options, des alternatives intéressantes, et puis d'autres seront trop coûteuses. On a vu des efforts incroyables de la part des hôteliers pour rassurer le marché, pour correspondre aux exigences, aux directives liées aux mesures sanitaires. On n'aura pas tout le temps non plus envie de faire tout ça pour s'attacher les services d'une clientèle locale. Aujourd'hui, les hôteliers en Suisse font des efforts très importants pour attirer une clientèle helvétique. Parce que ceux qui venaient d'ailleurs ne le peuvent plus. Qu'est-ce qui va rester lorsqu'on aura de nouveau la possibilité, lorsque la moitié de la planète aura été vaccinée, ou en tout cas ceux qui ont été vaccinés pourront de nouveau atterrir dans nos aéroports, que ce soit Genève ou Lausanne? Qu'est-ce qui restera de cet engouement? Mais culturellement, le Suisse va peu dans ses hôtels. On a toujours le sentiment de se dire, tiens, je vois toutes ces voitures de luxe. C'est un monde dans lequel le Suisse ne se sent pas toujours très à l'aise. Alors que si on va à l'étranger, très souvent, les gens quittent leur appartement pour s'offrir un week-end. C'est vrai. Avec des prix qui sont peut-être plus attractifs aussi. On a, nous, une clientèle sur Genève, 80,4% du tourisme est un tourisme étranger lié au domaine d'affaires. Ça veut dire que 80%... En Suisse, hein? À Genève, en tout cas. À Genève, ok. Zurich, c'est un petit peu moins, mais Genève est très fort avec concentration de banques, tout ce qui est palais des expositions, à Palexpo, tout ce qui est lié aux organisations internationales. Donc ça veut dire que 80% des nuitées sont payées par des entreprises. Et forcément, on a un coût de la vie à Genève qui est très élevé. Ce qui fait que lorsque cette clientèle-là n'est plus disposée à louer des chambres,
la clientèle locale se trouve un petit peu empruntée parce qu'elle ne peut pas se payer ces prix-là. C'est clair. Alors il y a eu une campagne de séduction qui a été très bien faite par les Genevois, les Lausannois, les Iroquois pour dire venez fréquenter nos hôtels. Ouais. Mais c'est culturel. Quand ça fait 20 ans que vous n'osez pas rentrer dans le restaurant d'un hôtel, c'est difficile de vous dire... Ouais, c'est un peu un retour aussi, un retour, comment tu appelles ça, un backdraft je sais pas quoi. Retour de flamme en fait. Parce que c'est un peu qu'on a aussi oublié ou mis de côté cette clientèle-là pour une clientèle entreprise. Et aujourd'hui, on ne peut pas revenir vers eux en disant bah, maintenant les entreprises sont moins nombreuses, venez chez nous, quoi. Oui, et là je pense que les hôteliers ont fait des efforts incroyables, qu'ils se rendent compte que c'est un marché qui est local à disposition, mais je ne pense pas que ce soit une erreur des hôteliers, je pense que c'est aussi culturel. En Suisse, on est plus des excursionnistes, c'est un petit pays. Tu peux facilement faire 200 km, tu reviens dormir chez toi. Dans d'autres pays, c'est différent. Est-ce que l'hôtellerie qui va succéder, qui va réussir ces 20 prochaines années, c'est quand même, en dehors du luxe qui, à mon avis, aura toujours une clientèle, est-ce que les hôtels deviennent de plus en plus de niches, c'est-à-dire qui vont vraiment focaliser une clientèle qui recherche quelque chose de précis, ou est-ce que tu penses que les grands groupes vont toujours réussir, etc. Je pense que par nature, les grands groupes qui ont la main mise sur l'hôtellerie, comme des groupes Accor, Marriott ou autres, ont compris déjà ce dont tu parles. C'est qu'avant, ils avaient une enseigne. Et puis maintenant, c'est devenu des groupes où, dans certains groupes, on va avoir 10, 12, 15 enseignes. Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants des premiers clients des années 70-80 ne fréquentaient plus l'hôtel de papa, maman, que ce soit business, que ce soit en ville ou en vacances. Donc ils ont créé des entités où ils se sont dit il faut qu'on soit en accord avec cette nouvelle clientèle parce que sinon on va les perdre. Alors on a maintenant des chaînes d'hôtels qui sont très intéressantes parce qu'elles proposent des services de qualité supérieure avec vraiment des produits magnifiques, sauf qu'elles vont casser un petit peu ce que le 5 étoiles très authentique des années... Et très chiant aussi, si je peux me permettre. C'est ça, c'est qu'il y a plus en plus... Je pense que la demande a un peu évolué, dans le sens où, on discutait avec le directeur du W à Verbier, je disais, mais est-ce que les gens cherchent toujours ce côté... ce côté un peu rigide, strict, du luxe, ou est-ce que les gens ont envie d'une autre atmosphère aujourd'hui, un peu plus authentique, un peu moins pincée, tu vois? Oui, je comprends. Mais je crois qu'on a le même cas de figure quand quelqu'un va acheter un buggy ou une BMW 750. C'est pas la même clientèle. T'as raison. C'est pas la même clientèle. On a le 30-40 qui aujourd'hui va s'orienter vers certaines enseignes où ils vont trouver un côté un petit peu famille, sympa, un peu branché, très agréable, où on se dit, je passe un bon moment et c'est cosy, c'est sympa. Et puis, on va avoir aussi des hôtels où il y a une prise pour plugger tout ce qu'on peut avoir à plugger sur soi tous les 14 mètres. Et puis après, on a des établissements qui sont le reflet d'une hôtellerie de catégorie supérieure qui vont offrir un certain charme avec une atmosphère où les gens chuchotent plus. Mais il en faut toujours, parce que si vraiment il n'y avait plus cette clientèle, ils auraient déjà disparu. Les leaders dans l'hôtellerie aujourd'hui, parce que c'était très... Dis-moi si je me trompe, c'était très... Europe, je veux dire l'Angleterre est renommée pour ça, hein, la France aussi, etc. Est-ce que le lead dans l'hôtellerie est définitivement parti en Asie, selon toi? C'est qui lead l'hôtellerie aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est des grands groupes avec lesquels on travaille. Le lead aujourd'hui, c'est des tendances aussi, hein, et puis c'est des tendances qui sont aussi des destinations. Alors oui, il y a énormément de bonnes pratiques qui viennent d'Asie, mais il y a énormément d'hôtels asiatiques qui sont gérés par des chaînes américaines. Et il y a des chaînes qui sont existantes sur le marché depuis une dizaine d'années, qui viennent du Moyen-Orient, qui ont atteint un niveau de qualité qui ferait rougir beaucoup de chaînes qui ont un petit peu plus de notoriété peut-être, ou d'ancienneté. On a pu le voir avec des compagnies aériennes. Les plus cotées, ce n'est pas toujours les plus anciens.
On a des chaînes qui sont magnifiques un peu partout. En Suisse, on a, au niveau du 5 étoiles, à mon goût, cultivé ce qui a fait le succès de l'hôtellerie helvétique. Et forcément, on a été une icône de l'hôtellerie, puisque on y héberge 5-6 des plus belles écoles hôtelières du monde. Clairement, oui. Alors justement, parce que tu es directeur d'hôtellerie, donc pour vous, la formation est un élément clé pour atteindre un certain niveau de qualité de l'hôtellerie et la restauration. Pour moi, c'est clé. Tu es en contact avec énormément, en tout cas, ton organisation est en contact avec énormément de personnes qui travaillent dans ces industries-là. Quel est le niveau de satisfaction des gens qui travaillent dans ce domaine? Est-ce qu'ils ont beaucoup de réclamations? Est-ce qu'ils voudraient une évolution du système de rémunération? Juste sentir un peu les gens qui travaillent dans cette industrie. Quel est leur niveau de satisfaction générale? Alors, c'est un métier de passion. C'est un métier de passion. Ouais. Et le jour où l'argent devient un problème, ces gens-là s'orientent vers une activité où ils peuvent faire intervenir des compétences transversales et travailler dans un autre domaine. Mais initialement, on travaille dans l'hôtellerie parce qu'on aime le voyage, on aime le service, on aime être dans ce monde de service, pas seulement servir, mais de service, où un ensemble de professionnels vont les uns avec les autres contribuer à offrir une chaîne de prestations qui va faire les valeurs de l'entreprise. Ces gens-là, maintenant, ils sont ravis d'avoir une variété exceptionnelle au quotidien. Ouais. Ils sont ravis de pouvoir, certains, travailler le week-end parce qu'ils peuvent skier mardi, mercredi, tout seuls sur les pistes. Ils sont ravis, sur un seul CV, de pouvoir s'adresser à n'importe quel établissement dans le monde qui peut les engager en disant « Vos compétences, pour moi, ça me parle, et j'ai envie de vous avoir dans mon équipe. » Mais justement, il y a beaucoup de tournus, sincèrement. Le turnover. Le turnover, il est quand même énorme dans ce domaine-là. Bien sûr. C'est dur pour un hôtel ou un restaurant de garder les mêmes personnes plus d'une année ou deux. Et puis, est-ce que c'est pas un des plus grands obstacles à la qualité? Parce qu'on sait que soit on a des gens qui restent longtemps, on doit s'en occuper, peut-être les payer mieux, mais on sait que la qualité va être là. Soit alors on a beaucoup de tournus, mais on va avoir des processus de formation exceptionnels pour remettre vite à niveau des gens. Oui. Est-ce que déjà, pourquoi est-ce que les gens changent autant? Justement par cette envie de voyager et de changer? Alors, je pense qu'il y a cet attrait pour la nouveauté qui est peut-être avec une intensité un petit peu plus importante auprès d'une population de professionnels qui ont 20 ou 30 ans aujourd'hui que ceux qui ont 40 et plus. Il y a cette volonté, puisqu'il y a du travail dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'établissements, de gravir les échelons aussi. Oui. C'est souvent au travers d'une promotion qu'on va saisir l'opportunité d'avoir une fonction supérieure. Et puis, il y a aussi, pour certains, le sentiment d'avoir fait un peu le tour. On conçoit une carrière... Mais ça, c'est une erreur de management aussi. Lorsqu'on a quelqu'un qui a l'impression de faire le tour, on ne lui propose pas quelque chose de plus intéressant au sein de l'établissement, c'est qu'on accepte qu'il va partir aussi. Alors, c'est qu'on accepte l'idée, sans rien lui proposer de plus, qu'à un moment, il est un peu moins hermétique au marché ou aux propositions du marché, très clairement. Ceci dit, quand il y a dans une brigade, puisque c'est le terme qu'on utilise pour un ensemble de collaborateurs dans un département, alors typiquement une brigade de service où il y a 20-25 chefs de rang, on ne va pas pouvoir exaucer tous les vœux de promotion de chacun des collaborateurs. Ouais. Alors certains vont être peut-être dans un état d'esprit plus patient et de se dire j'envisage que d'ici 12 mois, 14 mois, 18 mois, il y a quelque chose qui se débloque, oui. Et puis celui qui ne se voit pas attendre, forcément fait partie de ceux qui vont déclencher ce turnover. Le turnover dans l'hôtellerie, il a toujours été là. Mmh. On essaye de le diminuer au maximum, mais c'est extrêmement difficile. Ça fait partie de cette industrie-là. Un turnover hôtelier, il est à 45-50%. Sans réponse politique, la qualité de service en Suisse, elle est bonne? Pas de réponse politique. Hein. Oui, bien sûr qu'elle est bonne. On peut, dans certains établissements, accorder plus d'importance au service.
On a en Suisse la volonté d'engager des professionnels. La restauration de l'hôtellerie est encore un métier de professionnel. On va rechercher des diplômes pour avoir une base et de se dire, sur la base de ces documents, je sais que je peux attendre de ce collaborateur tel ou tel type de compétences. Dans certains métiers, l'hôtellerie n'est plus, dans certains pays, pardon, l'hôtellerie n'est plus un métier, c'est une activité. Ouais. Nous, on va rechercher encore, nous, hôtellistes et nos clients, nous allons rechercher encore un métier, une passion. Et puis ensuite, il faut faire intervenir la formation. Une formation à CFC ne suffit pas pour garantir à un professionnel de correspondre aux exigences du marché jusqu'à 25 ans, 30 ans et plus. Ouais. Tout le monde se forme, on doit l'admettre. En Suisse, on a encore un peu de peine à considérer la formation continue pour ces cadres. En estimant que ce qu'ils ont reçu au travers de l'apprentissage est suffisant et qu'au contact d'un professionnel qui est communicant, un maître d'hôtel, un chef de cuisine, un F&B, il va continuer à progresser. Certes, il va se nourrir, mais il va beaucoup moins progresser que si on lui offre un parcours de formation. Totalement. Il y a des hôtels sur la Suisse qui travaillent avec nous et nous mettons en place des programmes de formation. Alors, on a des programmes de formation continus avec typiquement des cours sur la cuisson sous vide. Ça dure un jour. On peut le lendemain le mettre en pratique. Ouais. Automatiquement, le transfert des acquis, il est immédiat. Ouais. J'ai reçu cette information, je sais comment la traiter, je l'applique. Oui. Ensuite, il y a des cours de formation sur le management. Est-ce qu'en une journée, on n'est plus le même pour le lendemain? Non, bien sûr que non. Donc on a mis en place des cours qui sont plutôt sur un programme. Ils s'inscrivent sur un certain nombre de jours. Et puis, on va demander aux collaborateurs de venir chercher des informations avec lui le sentiment de se dire, voilà, je ne suis peut-être pas tout à fait clairement équipé sur ces aspects-là et je vais m'améliorer. Ouais. Ensuite, on va lui demander de retourner dans son établissement et de mettre en pratique ce que nous avons vu ensemble. Et cette personne, pendant 2 mois, 3 mois, va garder à l'esprit que c'est un effort qu'il doit faire pour atteindre les objectifs, qu'ils soient managériaux, financiers ou autres. Et quand il va revenir pour la deuxième session, il va devoir commenter en fonction de ceux qui sont là aussi, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est un programme qui empêche cette courbe de l'oubli, parce qu'on a reçu l'information et puis on s'arrête un peu. Après, la nature revient au galop. Non, j'ai personnellement vu le centre de formation qui est impressionnant à Morges. On forme énormément de personnes où ce qui fonctionne très bien. Moi, j'avais une question parce que je me suis toujours posé la question. J'ai eu la chance. J'ai vécu quelques années aux États-Unis et j'ai toujours été impressionné. Alors, est-ce que c'est honnête ou pas? On s'en fout. Mais quand je suis servi par quelqu'un au restaurant, j'ai l'impression que c'est mon meilleur ami. Tellement qu'il est sympa avec moi. My name is Dan, I'm here for you. Et puis en fait, c'est vrai que est-ce que c'est honnête ou pas? On s'en fout. Je cherche pas moi un meilleur ami, je cherche quelqu'un qui soit agréable. Et moi, je dois avouer qu'aux États-Unis, j'ai été surpris par la qualité et le côté amical de chaque restaurant et tout ça. Et après, quand on analyse le système de rémunération, on a très bien compris pourquoi les gens ont ce sourire-là. Parce que 60% de leur revenu va être basé sur les tips. Ouais. Alors qu'en Europe, en toute franchise, que je sois serveur dans une pizzeria ou dans un hôtel, que je tire la gueule, ou que je souris avec les clients, que je sois sympathique ou pas sympathique, rien qui va changer pour moi au niveau financier à la fin du mois. Ça fait déjà 10 ans que moi je dis, mais il y a un problème. Est-ce qu'on ne devrait pas s'aligner sur ce système, en tout cas aller dans cette direction de système de rémunération, où tu as un incentive si tu tires la gueule ou si tu souris? Est-ce que c'est utopique de mettre ça en Europe ou en Suisse? Non, parce que c'était notre système aussi, jusque dans les années 90, fin 90, où il y avait, pour les collaborateurs qui étaient justement dans ces métiers-là, une base fixe, et puis au-dessus d'un certain chiffre d'affaires, dès que ce seuil était dépassé, l'employeur admettait que maintenant c'était de son effort à lui. Et il y avait un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'il devait réaliser, et puis tout ce qui était au-dessus, eh bien, il touchait un certain pourcentage. Ce qui fait que dans les années 90, on pouvait avoir des collaborateurs de service ou des maîtres d'hôtel
qui arrivaient avec des salaires qui, à l'époque, étaient beaucoup plus hauts que ceux d'aujourd'hui. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, on a augmenté le coût de la vie, Ouais. mais on avait des salaires qui étaient de plusieurs milliers de francs. Ouais. Et puis, l'âge d'or de la restauration, je ne parle pas de l'hôtellerie, mais l'âge d'or de la restauration, c'était des années 65 jusqu'à 99-2000. Ouais. Ouais. Après, c'était beaucoup plus difficile. Ouais. Mais on a eu ce système-là. Il était difficile pour certains quand ils étaient en vacances. Il n'y avait plus cette part très juste. importante. Ouais. Si l'établissement, tout d'un coup, avait une baisse de fréquentation, ça pouvait mettre dans l'embarras certaines équipes. Donc il a été décidé d'abandonner, de s'affranchir de ce système et puis de revenir à un salaire fixe avec, au bon vouloir du client, un tips. Il y a très longtemps, nos parents peut-être laissaient entre 5 et 10% Ouais. systématiquement. Aujourd'hui, c'est abandonné. Surtout avec le paiement aujourd'hui par carte, on pose juste comme ça, on sort plus le cash, etc. Abandonné. D'accord. Alors, la Ouais, question, je comprends. j'y ai répondu. Ceci dit, je pense qu'il pourrait être intéressant d'y songer de nouveau parce que ça peut déclencher un sourire. Quand on arrive à 21h sur une terrasse et que le collaborateur de service n'est plus tout à fait passionné et que la magie du métier s'estompe un peu dans son regard, on pourrait imaginer que de se dire, s'il touche quelque chose sur les 10, 12, 15, 20 derniers clients, peut-être qu'il aura envie de proposer une deuxième eau minérale, Ouais. un deuxième café Ouais. ou un dessert, Ouais. plutôt que de se dire, plus vite c'est terminé, plus vite je suis à la maison, puisque, in fine, mon salaire ne change pas. Totalement. C'est un axe de réflexion en tout cas. La digitalisation dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, qu'est-ce que toi tu perçois? Il y a énormément de choses. Je sais que vous avez développé par exemple tout un système de formation sur des plateformes technologiques qui sont incroyables, qui dans cette période de Covid, qui peuvent vraiment rendre service à énormément d'établissements. Comment est-ce que tu vois, mais je ne parle pas forcément de 2021, je parle de jusqu'à 2030, comment est-ce que tu vois l'impact technologique dans le domaine hôtelier de restauration? Je sais, moi j'ai lu beaucoup de choses qui disaient que voilà, l'hôtellerie en 2030, il y aura 30% de personnel en moins parce que tout sera robotisé, etc. Ça reste utopique ou c'est quelque chose, parce que l'hôtellerie c'est quand même des contacts humains qu'on va chercher. Quel est ton regard par rapport à ça? Je pense que le Covid et ses conséquences vont augmenter et accélérer certains processus. Mais ça reste un métier où, au cœur de tout, il y a le service et l'accueil. Ouais. Certains établissements ont fait le pari de dénaturer tout ça et, entre guillemets, de rendre électronique le check-in, le check-out, où je vois personne. Ce sont des hôtels sans âme. Totalement. Ouais. Je respecte ce modèle d'affaires puisqu'il a une clientèle. Ça veut dire qu'il n'est pas inintéressant, mais ce sont des hôtels sans âme. Ouais. Et la seule chose qui vous fait rentrer dans ce genre d'établissement, c'est la nécessité de dormir. C'est un besoin physiologique. Ouais. Il ne sera jamais dans les romantiques hôtels ou dans les guides gastronomiques, puisque c'est un caisson dans lequel vous allez dormir, Ouais, c'est ça. quand il n'y a plus rien. Hein. Après, il y a des modèles où on se dit, ok, j'ai peut-être une clientèle qui a besoin d'une flexibilisation au niveau de son check-in, son check-out, et puis l'instantané. Parce que de plus en plus, on voit avant, on ne partait pas en last minute en vacances. Ouais. On ne se mariait pas, on se mariait pas dans l'année. C'était des réflexions d'une année, 2 ans. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'avec ces outils digitaux, on peut être à l'autre bout du monde en 24 heures. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait faux en plus. Ouais. Donc ça a précipité tous les processus et ça a dû les réduire au minimum pour être plus rapide que les concurrents et puis pour faire face à une exigence du marché. Alors certains hôtels se disent, est-ce que c'est coûteux? Et oui, ça l'est d'avoir un night audit toute la nuit. Je digitalise une partie à partir de 21h ou 22h. Mais je crois profondément, et l'ADN Hôtelis est dans le service, est dans la formation. Donc je crois profondément au sens de l'accueil, au service et à l'humain au cœur de cette industrie. Quand je t'écoute parler, je me rends compte que parler de l'industrie hôtelière est presque obsolète dans le sens où il y a tellement de différentes industries hôtelières. Hein, on parle du luxe, on parle des hôtels traditionnels que tu trouves à Chelsea ou à Londres, etc. Tu as les boutiques hôtels, tu as les hôtels SaaS, un peu comme tu dis, où tout est digitalisé. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas une industrie hôtelière.
c'est quasiment des industries séparées, hein, tellement Absolument. que ce soit Absolument. c'est spécialisé. Un nombre quoi. de produits. Et ça doit être dur parce que vous fournissez tout le personnel pour ce genre, pas que ça, hein, mais énormément pour l'hôtellerie. Quelle est l'évolution du recrutement dans ces hôtels-là ou ces industries-là? Est-ce que les choses se sont compliquées, les choses sont devenues plus faciles grâce au digital? Comment est-ce que vous faites face au challenge énorme des hôtels de fluctuer le personnel avec la demande? Alors, on connaît le marché et parfois on essaie de l'anticiper. Ah, voilà. Mais on ne peut pas l'anticiper autant que peuvent le faire nos clients. Alors on se prépare avec le besoin d'avoir un effectif qui à tout moment peut répondre aux exigences de nos clients. Ouais. Alors typiquement un hôtel va fonctionner, alors un hôtel qui peut avoir 65% de taux d'occupation va recruter l'effectif nécessaire pour faire fonctionner cet hôtel à 65%. Et tous les pics d'activité, tout ce qui est au-dessus, est redistribué chez Hôtelis. Compris. D'accord. Ce qui fait qu'un établissement qui est plutôt avec une clientèle en zone d'aéroport, Oui. il a de la peine à se dire, tiens, il y a 2 avions qui ne vont pas décoller. Alors forcément, il dit, jusqu'à 65%, je peux faire face. Tout ce qui est au-dessus, j'aurai un partenaire, c'est Hôtelis. Et puis, à ce moment-là, quand il y a un salon de l'auto, un énorme autre salon, peut-être Watches and Wonders Geneva ou autre, qui va tout d'un coup survitaminer en termes de nuitée Genève ou Lausanne ou Zurich, eh bien, ces gens-là font appel à nous. Alors, on doit constamment, nous, enrichir notre effectif. C'est quelque chose que l'on fait de janvier à décembre, il n'y a pas de période creuse. Et puis, nous avons également, aujourd'hui, une application qui s'appelle TempUp, et qui a pour mission de nous accompagner dans la délégation de services. Digitalement, hein, c'est ça? Digitalement, absolument. Donc c'est une application qui se situe entre notre consultant et notre collaborateur temporaire à disposition et nos clients. Nous gardons la main sur qui va travailler ou pas. On a certains outils sur le marché qui proposent de mettre en relation... Direct, sans contrôle, sans validation. Ouais, non, je suis un professionnel soi-disant de cette branche, je suis un employeur, mettez-moi en contact et puis la relation s'établit. Nous, ce que nous voulons, c'est ne pas faire un matching, ça veut dire une correspondance, on ne veut pas faire un matching de fonction, on veut faire un matching de professionnel. Alors oui, tu es cuisinier, tu as le droit de recevoir certains types de missions, de propositions. Ouais. Elles sont toutes celles-là. Et puis une fois qu'eux s'annoncent intéressés pour une mission, sur les 7 ou 8 qui potentiellement sont libres demain ou après-demain pour ce type de mission, nous allons choisir en fonction de notre chef de cuisine, on le connaît très bien, de ses besoins, le temporaire, le collaborateur qui pourra épouser au mieux les besoins de la mission. D'accord. Il faut savoir qu'on a un rythme qui est assez élevé parce que l'hôtellerie aujourd'hui a une santé financière, et depuis très longtemps, qui est extrêmement fragile. Donc ils vont constamment s'assurer de ne pas commander trop de collaborateurs. Et commander le nombre juste de collaborateurs se fait avec une appréciation quasiment du dernier moment. Ouais. Ce qui fait que 90% de nos commandes commencent dans les 24 heures qui suivent et dureront moins de 3 jours. Ça veut dire que nous avons un nombre de missions qui est extrêmement élevé et qui sont extrêmement courtes. Pour donner un ordre d'idée, on a un petit peu plus de 50 000 commandes par an. Et ces 50 000 commandes sont honorées par un petit peu plus de 5 200 collaborateurs temporaires. D'accord. On est ici à Montreux, je regarde, je lève la tête, je vois l'école hôtelière de Glion, tu vois. Je suis étudiant de l'école hôtelière, je termine cette année. Imaginons, hein, je suis beaucoup trop vieux pour ça, mais... On a 3-4 jobs, hein, peut-être que... Est-ce que je finis cette année mon école hôtelière, sachant bon, qu'il y a quand même 50% des gens qui quittent le domaine hôtelier après en sortant de ces écoles-là, mais je veux rester dans l'hôtellerie, je dois commencer à pleurer ou je peux quand même avoir un petit sourire? Non, pleurez pas parce que, alors, peut-être une larme ou deux, février-mars, mais ça va reprendre. Aujourd'hui, le collaborateur qui était étudiant il y a quelques mois est très très courtisé par le marché. Parce qu'il a une motivation
tellement intact qu'il va y avoir un enthousiasme fantastique. Et les établissements hôteliers sont ravis d'accueillir ce genre de professionnels. Certains disent oui parce que ce sont des collaborateurs qui coûtent pas beaucoup. Ouais. Mais c'est pas parce Non, que... qui ont tout à prouver aussi, à démontrer sur le terrain. Donc Oui, c'est vrai qu'ils ont... et puis il y a une CCNT qui régit tout ça. Que vous ayez 5 ou 6 ans d'expérience ou que 6 mois, en fonction du diplôme, vous touchez la même chose. Donc c'est pas qu'une question de coût, c'est surtout une question d'énergie et de motivation. Et encore une fois, je reviens sur le savoir-être. Pendant très longtemps, on a positionné des critères qui étaient plus importants sur le savoir-faire que sur le savoir-être. Alors on s'est retrouvé parfois avec des collaborateurs à la tête de certains départements qui incarnaient peut-être moins les valeurs de la chaîne, moins les valeurs de l'établissement. Aujourd'hui, on mise plus sur quelqu'un qui sait peut-être un peu moins, mais qui peut apprendre, plutôt que quelqu'un qui est un peu moins positif. Ça fait plaisir d'entendre ça. Dernière question. C'est pas vraiment une question. Il y a beaucoup d'hôteliers, directeurs d'hôtels qui écoutent ce podcast et tout ça, qui vont regarder cette vidéo. Quel serait le message dans cette période de M? Voilà. Est-ce que tu aurais un message à faire passer, toi qui es en contact avec énormément de ces directeurs d'hôtels, etc., ou un conseil, une recommandation? Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? Alors, le conseil aux hôteliers, je ne suis pas assez prétentieux pour leur en donner parce qu'ils connaissent mieux leur activité que moi. Si maintenant je dois parler de ce que je connais, plutôt le côté ressources humaines, solutions RH, je peux les inviter à avoir ou à saisir l'occasion de réinitialiser certains principes. Moi, j'ai pu le constater chez nous, cette période où on a eu un petit peu plus le temps de se retrouver entre nous, entre cadres, on a fait des reboots sur de nombreux domaines. Quand on a une activité qui est liée à l'hôtellerie, on est constamment en train de passer du coq à l'âne et de s'occuper de l'essentiel. Parce qu'il y a un client très important, conseil d'administration, c'est très stimulant. Cette période-là nous a permis aussi de revoir certaines choses et nous avons, réinitialisé certaines choses en disant c'est le moment d'y penser puisque on peut faire peut-être 1 ou 2 essais dans ce domaine-là. Vu le faible volume, il n'y a pas de danger, ou beaucoup moins. Alors ce que je peux les inviter à imaginer, c'est d'avoir une réflexion sur le moyen de constituer un effectif. Aujourd'hui, le principal souci de l'hôtelier, en dehors de s'entendre avec son bailleur ou autre s'il n'est pas propriétaire, c'est ses ressources humaines. Et ce qu'il a de plus précieux, c'est ce qui est en train de lui coûter en ce moment. Donc ça peut créer un sentiment qui est un peu contradictoire, c'est-à-dire mes collaborateurs, c'est ce que j'ai de plus précieux, puisque c'est eux qui me permettent... C'est ce qui est en train de me couler. Et puis en même temps, avec les racheter, c'est très difficile. Si on travaille avec la volonté de flexibiliser une partie des charges sociales, la solution, elle est clairement dans le temporaire. Alors, si un effectif était composé de 30 ou 40 collaborateurs, dans la mesure du possible, moi j'invite les hôteliers ou les professionnels de l'hôtellerie à se poser la question, est-ce que ces 30-40 collaborateurs doivent toujours être autant ou pas? Et puis si la réponse, elle est peut-être que non, à ce moment-là, la différence, elle est basculée chez nous en temporaire. Oui, c'est réduire un peu les coûts fixes pour avoir plus d'efficience et de flexibilité. C'est ça. Et de mettre en place des processus de recrutement temporaire qui soient très rapides, etc. Oui, je comprends. Et on déplace le curseur. Ouais, et puis quand l'économie est plus rassurante, ces gens-là peuvent être réengagés, séance tenante, sans payer de coûts. C'est ça, le temporaire, c'est ça. Hein, c'est dans les périodes très compliquées, c'est un peu la clé maîtresse de solutions pour... Exactement. Ouais, absolument. Exactement. Super. Lionel Fontaine, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas.